Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice qui concerne la résolution du circuit. Donc, nous avons ce circuit qui fonctionne dans le régime sinusoïdal. Nous avons deux bobines identiques de résistance R et de l'inductance L qui sont alimentées en parallèle par une même source de tension alternative de pulsation oméga. Et on veut que les courants I1 et I2 soient en quadrature et la même valeur efficace. En cet effet, on place en série avec l'une des bobines un condensateur de capacité C. Et maintenant, en utilisant le calcul en complexe, il faut déterminer quelle relation doit exister entre R, L, oméga, et il faut calculer C. Donc, les I1 et I2 sont en quadrature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le déphasage entre les deux courants est égal à 90 degrés. D'accord? Donc, I2 est en avance par rapport à I1 de pi sur 2. Et les valeurs efficaces de I1 et I2, il faut qu'ils soient identiques. Donc, on va écrire déjà les expressions pour I1 et I2, mais avant, donc on va choisir ce générateur, une source de tension alternative, vu que nous avons les deux branches en parallèle, donc on va choisir ce générateur-là comme une référence des phases. D'accord? Donc on va écrire le signal alternatif de ce générateur. Donc ça sera U égale à certaines tensions, donc UM, fois, donc on va écrire sous forme complexe, donc la tension sous forme complexe est égale exponentielle de J, et comme exposant, on aura juste oméga T. Parce qu'on considère que ce générateur joue le rôle de référence des phases. D'accord? Donc pour lui, la phase au moment initial est nulle. Donc ça, c'est le signal en fonction du temps, donc le signal complexe, la présentation complexe de tension aux bornes de générateur. D'accord? Maintenant, la présentation complexe de deux courants I1 et I2, donc ça sera IM, I1M fois exponentielle J oméga T. La même pulsation est imposée pour toutes les branches, mais plus certains déphasages par rapport à ce générateur. D'accord? Donc, phi, c'est le déphasage, c'est la phase par rapport à ce générateur. La même chose pour I2. Donc, on prend l'amplitude, I de M, fois exponentielle J, oméga T, plus, je vais marquer phi 2. D'accord? Donc ici, nous avons phi, d'ailleurs, je vais même marquer phi 1, et ici, on doit avoir phi 2. Et regardez, on va utiliser les données de l'énoncé qui nous disent que les deux courants soient en quadrature, c'est-à-dire que phi 2 moins phi 1 doivent être égal à pi sur 2. Donc, phi 2 doivent être égal à phi 1 plus pi sur 2. Donc, je vais réécrire I2 en tenant compte de cette condition et le courant I2, donc ça sera I de M fois l'exponentielle J oméga T plus phi 1 plus pi sur 2 est égal, donc je continue ici, I, l'amplitude I de M, exponentielle, donc je vais laisser J oméga T plus phi 1, J
oméga t plus phi 1 fois l'exponentielle de j pi sur 2. L'exponentielle j pi sur 2. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'exponentielle de j pi sur 2? Vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est déjà l'exponentielle de jx? Donc, je vais écrire. Donc, l'exponentielle de jx. Donc, ça sera cosinus de x plus j sinus de x. Si maintenant notre x égale à pi sur 2, dans ce cas, l'exponentielle de j pi sur 2, ça sera cosinus de pi sur 2 plus j de sinus pi sur 2. Donc, cosinus de pi sur 2 vaut 0, sinus de pi sur 2 vaut 1, et l'exponentielle de j pi sur 2, en fait, c'est j. Donc, je peux réécrire cette expression, donc au cas où, si j'aurais besoin, comme j, i de m, exponentielle, j, oméga t, plus phi 1. Donc, pour l'instant, je ne sais pas quelle expression je vais utiliser pour les calculs, soit cette expression-là, d'accord, soit l'expression avec j. Donc, j'ai déjà utilisé cette condition par rapport au déphasage entre les courants I1 et I2. Et maintenant, il faut utiliser la condition que I1 et I2 aient même valeur efficace. Donc, qu'est-ce que c'est une valeur efficace? Donc, I1 efficace est définie comme l'amplitude de ce signal I1M divisé par racine de 2. D'accord? Donc, si maintenant je veux remplacer I1M par sa valeur efficace, donc il faut que je multiplie la valeur efficace par racine de 2. Et I2 efficace sera égal à I2M divisé par racine de 2. Et les deux valeurs efficaces, il faut qu'elles soient identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient à dire que I1M sur racine de 2 doit être égal à I2M sur racine de 2. Ça veut dire que I1M est égal à I2M et je vais les appeler juste comme IM. Donc, les deux courants doivent avoir la même amplitude. Donc, maintenant, je vais réécrire I1 et I2 en tenant compte qu'ils ont les mêmes amplitudes. Donc, I1 sous forme complexe, donc ça sera IM exponentielle J oméga t plus phi 1, I2, la même amplitude, IM, exponentielle J. Pour l'instant, je vais laisser donc, cette expression. Après, on va voir si on aura besoin. Donc, oméga t plus phi 1 plus pi sur 2. Voilà. Donc, on a fait toutes les étapes préliminaires. Et maintenant, nous pouvons se lancer dans les calculs. Donc, pour cela, déjà, je vais représenter ce schéma en remplaçant les bobines, les condensateurs, les résistances par leur impédance. Donc, je vais présenter. Ici, nous avons ce générateur de signal périodique alternative, tension alternative. Donc, je vais lui appeler U. Ici, nous avons première branche qui contient cette bobine réelle, c'est-à-dire que de l'impédance ZL en série avec sa résistance R. D'accord? Ou d'ailleurs, je vais même remplacer cette résistance R par l'impédance ZR. Très bien. Et en série, nous avons également l'impédance ZC.
comme ça. Ensuite, donc, et je vais appeler ce nœud le nœud 1. Ensuite, deuxième branche contient la même bobine, donc la bobine identique, ZL, en série avec son impédance, ZR, et c'est tout. Voilà. Les courants, je vais les présenter ici, donc I1, et ici, nous avons I2. I2. Très bien. Maintenant, regardez ce schéma. Donc, ZL, ZR et ZC sont en série, c'est-à-dire que je peux les remplacer par une résistance, par une impédance équivalente qui sera égale à la somme de toutes ces impédances-là. Donc, je vais marquer Z1, c'est une impédance équivalente dans cette branche-là. Et dans cette branche-là, donc, pareil, nous avons ZL et ZR qui sont en série, donc je peux les remplacer par une impédance équivalente, Z2, d'accord? Voilà. Et la même chose, donc je vais présenter le courant I1 et ici le courant I2. J'attire votre attention, c'est que nous avons le réflexe à simplifier le schéma voilà, jusqu'au bout, donc jusqu'à avoir une seule maille. En fait, ici, faites attention, si vous allez regrouper ces deux impédances en une seule impédance, donc en mettant Z1 et Z2 en parallèle, vous allez perdre l'information concernant I1 et I2. D'accord? Donc, pour cela, on n'a pas le droit à simplifier jusqu'à la fin, quoi, ce circuit, parce qu'on va perdre cette information-là et on ne pourrait pas résoudre le problème. D'accord? Donc, au moment donné, il faut poser la question jusqu'où je peux aller, où il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut simplifier tout ou pas? Donc, il ne faut pas faire disparaître les branches où on cherche l'information. Ça, c'est une règle générale. Très bien, donc je vais effacer et on va écrire les impédances. Donc ZL, donc on va commencer par ZL. L'impédance de la bobine idéale, donc c'est J oméga L. ZR, c'est juste la partie réelle, donc c'est R. Et ZC, donc ça sera moins J divisé par oméga C. Maintenant, Z1, nous avons les trois résistances qui sont en série, d'accord? Donc, ces trois résistances qui sont en série, c'est-à-dire que les impédances qui sont en série, je peux les regrouper comme une impédance équivalente qui est égale à la somme de ces impédances. Donc, la partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire avec une partie imaginaire, donc plus J. Ici, je factorise par J, donc ça sera oméga L, moins 1 sur oméga C. Ça, c'est ZL, Z1, l'impédance équivalente pour cette branche-là. Maintenant, Z2. Pour Z2, nous avons tout simplement la bobine avec sa résistance. Donc, ça sera R plus J oméga L. Donc, nous avons retrouvé Z1 et Z2. Maintenant, une fois c'est fait, une fois tous les éléments sont définis, on va appliquer la méthode que nous avons appris en régime courant continu et on va appliquer les lois de Kirchhoff pour résoudre ce circuit, pour retrouver les courants I1 et I2. Donc pour cela, on commence par les flèches de tension. D'accord? Certes, nous sommes dans le régime alternatif, mais dans ce régime, il faut choisir un instant du temps pour lequel on va fixer les flèches des tensions et le reste des calculs, on va faire pour cet instant du temps. D'accord? Donc, imaginons qu'en certains instants du temps,
La flèche de tension sur le générateur avait ce sens-là, donc je mets la flèche de tension. Ensuite, les flèches de tension sur les impédances. Donc, les impédances, je vais les traiter en convention de récepteur, c'est-à-dire que les flèches de tension vont contre les flèches de courant qui sont déjà imposées par l'énoncé. Donc, je vais présenter ici donc, la flèche de tension sur Z1, je vais marquer U1, complexe. La flèche de tension sur Z2 vers le haut, pareil, contre I2. Donc, je vais marquer U2, d'accord? Donc, et ensuite, une fois les flèches de tension sont données, en fait, il ne faut pas oublier la flèche de courant. Et dans cette branche-là, en fait, nous avons que le générateur et je vais lui traiter en convention de générateur, c'est-à-dire que les flèches de tension avec les flèches de courant. Donc, la flèche de courant, pour cet instant du temps, je vais choisir comme ça. Après, ce n'est pas grave si vous avez choisi la flèche de courant dans le sens opposé. C'est juste dans ce cas, vous traitez ce générateur dans la convention de récepteur et par les calculs, donc on va retrouver l'intensité qui sera négative. Ça, c'est pas grave du tout. Donc, vous choisissez les intensités, les courants, les flèches de courant, s'ils ne sont pas imposés de façon vraiment arbitraire. Donc, une fois les flèches de courant, les flèches de tension sont bien définies, donc vous divisez votre circuit en mailles. Donc, vous pouvez toujours prendre, moi je préfère toujours prendre les mailles antérieures. Donc, ici, j'ai 2 carreaux comme ça, d'accord? Donc, je vais marquer, ça c'est une maille numéro 1, ça c'est une maille numéro 2. Et pour chaque maille, vous allez introduire le sens de parcours, toujours arbitraire. D'accord? Par exemple, dans cette maille, j'ai choisi dans le sens de l'horloge, dans le sens de l'aiguille du montre, ici, dans le sens inverse. OK? Et une fois c'est fait, on va établir sous forme complexe la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, la loi des nœuds, pour ce nœud A, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, I sera égal à I1 plus I2. Ensuite, dans la maille numéro 1, on va appliquer la loi des mailles. Donc, vous suivez ce sens de parcours et toutes les flèches de tension qui ont le même sens que ce sens de parcours, on considère comme positives. Donc, on fait tourner, donc on voit U de générateur qui suit le sens de parcours, donc positive. On tourne en suivant cette maille, donc on arrive vers U1. U1 est dirigé vers le haut, donc quand on va faire tourner, cette flèche rouge sera dirigée vers le bas. Donc, ça sera moins U1 est égal à 0. Donc, on retrouve, donc ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation, que U va être égal à U1. D'accord? Ce qui est logique, en fait, on a pu prévoir ce résultat parce que les 3 branches sont branchées en parallèle, en fait, c'est-à-dire que la tension sur chaque branche sera identique. Mais bon, pour s'entraîner avec les lois de Maille, donc on va poursuivre cette méthode-là. Donc, une fois c'est fait, je peux maintenant appliquer la loi d'Ohm sous forme complexe pour définir la tension aux bornes de chaque dipôle, aux bornes de cette impédance Z1. Donc, c'est comme la loi d'Ohm normale, sauf qu'on va écrire les courants et les impédances sous forme complexe. Donc, ça sera égal I1 complexe, Z1 complexe. Donc, le produit I1, Z1. Et ça, c'est l'équation numéro 2. D'accord? Ensuite, la maille numéro 2, donc on connaît déjà que la tension aux bornes de Z2 sera la même que la tension aux bornes de générateur.
vu que les trois branches sont en parallèle, on va démontrer ça. Donc, regardez, on suit ce sens-là. Donc, U2 positive. Donc, U2 positive. Je tourne, je tourne, je tourne, j'arrive vers U1. Donc, c'est contre le cercle de parcours. Donc, ça sera moins U1 est égal à 0. Donc, j'ai retrouvé que U2 doit être égal à U1. Et vu que U1 est égal à U, donc U2 sera égal à U aussi. D'accord? Et je vais réécrire. Donc, qu'est-ce que c'est une U2? En fait, U2, donc on applique la loi de Maille. Ça sera Z2, produit de Z2 et I2. Donc, Z2, I2. Très bien. Nous avons les trois équations et à partir de ces trois équations, on va trouver les inconnus. Donc, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Donc, on ne connaît pas I1, on ne connaît pas I2 et on ne connaît pas I. Trois inconnus, trois équations. Donc, je vais réécrire ces équations pour que ce soit sous les yeux. Donc, voici notre système des équations. Donc, déjà, à partir de cette deuxième équation, donc à partir de l'équation 2, je peux retrouver sous forme complexe l'expression du courant I1. Donc, ça sera U divisé par Z1. Et à partir de l'expression, l'équation 3, je vais retrouver le courant, donc I2, ça sera U divisé par Z2. Alors, on arrive vers cette étape qui est en fait qui est un bien crucial. Pourquoi? Parce que regardez, dans cette étape, on doit diviser, doit calculer la quotient. Donc, on va diviser la tension U et l'impédance. Quand on travaille avec les nombres complexes, ça revient une des méthodes classiques qui est un peu lourde. Donc, regardez, Z1, vous avez la partie réelle, partie imaginaire, c'est-à-dire qu'il faut multiplier le numérateur et dénominateur par un nombre conjugué, d'accord? Ça devient un peu lourd. La méthode plus facile pour manipuler avec les nombres complexes, c'est de présenter ces nombres complexes, si on souhaite à calculer les quotients ou les produits, sous forme exponentielle. C'est-à-dire que la forme exponentielle d'un nombre complexe, juste un petit rappel, regardez, si j'ai un nombre complexe A plus JB, donc ça sera le module de ce nombre complexe, bon, je vais appeler ça, c'est le nombre complexe C, donc ça sera le module de nombre complexe C fois exponentielle J phi, où le module, je détermine comme racine carrée de partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Et tangente phi, l'argument, je détermine comme la partie imaginaire divisée par la partie réelle. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va présenter Z1, Z2 sous l'expression complexe. Donc, regardez, je vais reprendre ici. Donc, déjà, le module, je vais écrire comme ça le module Z1, d'accord, pour faciliter ensuite l'écriture. Et Z1, donc ça sera racine carrée de R au carré plus cette parenthèse au carré. L'exponentielle, J, je vais marquer phi Z1. Donc ça, c'est une forme complexe de Z1. Maintenant, la même chose, la forme complexe de Z2, de l'impédance 2. Donc, ça sera donc le module de cette norme complexe, Z2, fois exponentielle J phi Z2. Voilà. Et maintenant, je vais définir, donc comme ça, on aura tout Z1, Z2, phi Z1, phi Z2. Donc, je vais effacer cette partie-là, on n'aura pas besoin pour l'instant. Et on va écrire. Donc, le module de Z1, ça sera donc R au carré
R au carré plus oméga L moins 1 sur oméga C au carré. Donc ça, c'est le module de Z1. Ensuite, tangente de phi1, ça sera égal, donc partie imaginaire sur partie réelle. Donc, tangente Z1 égale oméga L moins 1 sur oméga C, ça c'est égal, divisé par R. Maintenant, la même chose pour Z2. Donc, le module partie réelle au carré, racine, partie réelle au carré, R au carré, plus oméga L au carré, et tangente phi Z2 sera égal à oméga L divisé par R. Maintenant, U, on connaît, donc c'est la tension de générateur sous forme exponentielle, UM exponentielle J oméga T. Donc, on a pris le générateur comme référence des phases, c'est-à-dire que ici, je ne rajoute pas la phase. Je considère pour le générateur, c'est que la phase à l'instant T0 est nulle pour le générateur. Donc, maintenant, je remplace pour calculer I1, U par son expression, donc UM, exponentielle J oméga T. Je divise par Z1, donc Z1, le module de Z1, exponentielle J phi Z1. D'accord? Et qu'est-ce que je trouve? Que l'amplitude de I1 sera égale à UM divisé par le module de Z1 fois l'exponentielle J oméga T moins phi Z1. Or, on sait, on a trouvé tout au début, c'est que notre I1, ça doit être, on a nommé, il doit avoir l'amplitude IM exponentielle J oméga T plus phi 1. Donc la phase, le déphasage par rapport au générateur. C'est ce qu'on a déposé au début comme les notations. Donc, IM, dans ce cas, doit être égal à UM divisé par le module de Z1. D'accord? Donc, en fait, on détermine IM par identification. D'accord? L'amplitude est égale à l'amplitude. Et ensuite, la phase phi1 doit être égale à la phase moins phi Z1. Donc, voilà les paramètres pour I1 que nous avons trouvés. Maintenant, la même chose, on va faire pour I2. Donc, je vais effacer cette partie-là. Donc, I2 est égal U. Donc, la même chose, IM, UM exponentielle J oméga T divisé par Z2, donc le module de Z2 exponentielle J phi Z2. Donc, ça sera égal à UM divisé par Z2, ça c'est l'amplitude, exponentielle J oméga T moins phi Z2. D'accord? Or, on sait, donc on a introduit les notations tout au début, que ça sera la même intensité, la même amplitude IM que pour le premier courant, exponentielle J oméga T plus phi 1 plus pi sur 2. Vous vous souvenez, j'ai hésité au départ s'il faut mettre J avant
ou laisser pi sur 2. Donc, au final, on va laisser. Donc, d'où IM, une autre façon pour exprimer IM, ça sera UM divisé par module de Z2 exponentielle J. Non, ici, il n'a pas d'exponentielle, donc ça, c'est l'amplitude. Et maintenant, phi1, par identification, pareil, phi1 plus pi sur 2 va être égal à moins phi Z2. Donc, phi1 va être égal à moins phi Z2 moins pi sur 2. Donc, nous avons ces deux expressions en plus. Et en fait, on n'est même pas obligé à chercher I, il ne nous demande pas. Donc, par contre, si on souhaite chercher I, donc il faut bien passer de la forme exponentielle à une forme algébrique, c'est-à-dire que séparer la partie réelle et la partie imaginaire, additionner la partie réelle et la partie imaginaire, et à la fin, à nouveau, passer sous forme exponentielle. Donc, cette méthode, on va travailler dans les exercices suivants. Mais pour l'instant, il nous demande, donc en utilisant le calcul complexe, déterminer quelle relation doit exister entre R, L, oméga pour assurer ce déphasage et l'amplitude. Donc, nous avons trouvé ces 4 relations. Donc, je vais effacer cette partie-là. Regardez qu'est-ce que ça nous donne. Donc, je vais laisser les impédances, on aura besoin. Alors, regardez. IM égale UM divisé par l'impédance de Z2 et IM égale à UM divisé par l'impédance de Z2. Donc, je vais écrire ça. Donc, UM divisé par l'impédance de Z1 et c'est la même chose que UM va être égal à l'impédance, le module de l'impédance Z2. D'accord? Donc, ceci dit, vu que UM est la même, donc le module de Z1 doit être identique au module de Z2. Nous avons ici ce module de Z1 et ce module de Z2. Nous avons les deux racines, donc je peux les mettre au carré. Donc on aura R au carré plus oméga L moins 1 sur oméga C au carré doit être égal au R au carré plus oméga L au carré. Donc, R et R se simplifient. Donc, oméga L moins 1 sur oméga C au carré doit être égal à oméga L au carré. Donc, je vais développer cette partie-là. Ça sera oméga L au carré moins 2 oméga L fois 1 sur oméga C. Donc, oméga et oméga se simplifient. Donc, il nous reste L divisé par C plus 1 sur oméga C au carré. Et tout ça doit être égal à oméga L au carré. Donc, oméga L et oméga L se simplifient et on retrouve une relation entre L et C. Donc, je vais effacer là, on n'aura plus besoin. Tac. Donc, ça sera 2L divisé par C, 2L divisé par C doit être égal à 1 sur oméga carré, C au carré. Donc, j'ai mis sur l'autre côté. Donc, C et C se simplifient et il me reste que 2L doivent être égales à 1 sur oméga carré C. Donc, je vais garder cette expression. Donc, une partie de la solution dans laquelle on a L, C et oméga qui sont liés. Et maintenant, je vais utiliser le fait que phi1, c'est moins Z2 moins pi sur 2.
Et phi1 en même temps est égal à moins UZ1. D'accord? Donc, ça, on n'a pas besoin. Je vais écrire là. Les expressions pour les tangentes phi Z1 et phi Z2, je vais garder. Donc, deuxième condition qu'on retrouve là, c'est que moins phi Z2 moins pi sur 2 doivent être égal à moins phi Z1. D'accord? Donc, moins et moins, on peut simplifier et je vais réécrire. Donc, phi Z2 plus pi sur 2 doivent être égal à phi Z1. Et maintenant, regardez. Ce que je vais faire, je vais calculer, je vais appliquer tangente de chaque côté, vu que je connais ici les tangentes. Donc, je vais réécrire tangente de phi Z2 plus pi sur 2 doivent être égales à tangente de phi Z1. OK? Donc, maintenant, tangente phi Z2 plus pi sur 2, ça sera égal à moins 1 sur tangente de phi Z2. Phi Z2. En fait, tangente de, si je prends x plus pi sur 2, donc ça sera égal à moins 1 sur tangente x. Et tout ça doit être égal à tangente, donc phi Z1. OK? Donc, je vais réécrire là, je vais effacer, et on va mettre, donc, tangente de Z2, j'inverse, donc ça sera moins R sur oméga L, doit être égal à oméga L moins 1 sur oméga C divisé par R. Donc, on va mettre à la place de 1 sur oméga C l'expression que nous avons déjà retrouvée. En effet, regardez, 1 sur oméga au carré C, je peux réécrire comme 1 sur oméga C. D'accord? Donc, oméga C. Donc, ici, c'est le produit de oméga. Donc, c'est-à-dire que 1 sur oméga C, 1 sur oméga C sera égal à oméga divisé par oméga au carré C. D'accord? Donc, ici, l'exposant, donc 1 et 2 se simplifient, on obtient 1 sur oméga C. Et donc, oméga fois et 1 sur oméga carré C, donc ça sera 2L. Donc ici, ça sera 2L. Donc, je vais réécrire cette expression. Donc, ça sera moins R sur oméga L qui sera égal à oméga L moins 2 oméga L divisé par R. Donc, ça sera égal à moins oméga L divisé par R. Donc, moins R sur oméga L doit être égal à moins oméga L sur R. Donc, en fait, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'une erreur quelque part? Est-ce que la dimension est juste? En fait, regardez, oméga L, donc c'est le module de l'impédance de la bobine, d'accord? Et le module de l'impédance a la même dimension que la résistance, d'accord? Donc, le module de l'impédance, on mesure en ohm. Donc ici, nous avons la dimension de la résistance divisée par la dimension de la résistance, et pareil, la dimension de la résistance sur la dimension de résistance. Donc de point de vue dimensionnel, tout est juste. Donc je vais réécrire, ça sera moins et moins se simplifie, donc ça sera R au carré qui sera égal à oméga L au carré. Et ceci est possible, donc vu que R est une grandeur physique positive, donc quand R sera égal à oméga L. Donc, nous avons trouvé cette deuxième relation. Donc, première relation, c'est que
R doit être égal à oméga L. Et deuxième, c'est que 2L doit être égal à 1 sur oméga au carré C. Donc, quand ces deux relations sont vérifiées, I1 et I2 seront en quadrature et ils auront la même valeur efficace.